Perle parle au français. On n'arrête pas de jouer parce que l'on vieillit, mais l'on vieillit parce que l'on arrête de jouer. Je répète, on n'arrête pas de jouer parce que l'on vieillit, mais on vieillit parce que l'on arrête de jouer. Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Ça les garçons, ça veut dire qu'il faut se préparer à l'invasion de Noël. Une invasion certes, mais une invasion encadrée, et on le verra tout de suite après. Mais avant tout, les présentations. Salut Alex. Salut. Bonjour, comment tu vas? Ben ça va et toi? Et ben moi ça va très très bien parce qu'on a 1945 abonnés. Et oui. Ce qui fait une corrélation parfaite avec la vidéo, le petit sketch que vous venez de voir et qu'on a tourné avec beaucoup de plaisir, et oui. on espère que ça vous a plu. Parce qu'évidemment voilà, c'est la libération, en tout cas une libération coordonnées, et on va le voir ça tout de suite. Alors pour ceux que ça intéresse pas, ça va être des informations un peu girondo-girondines. Vous avez un timecode, vous avez un petit V là ici à peu près à ce niveau là, et si vous cliquez dedans, boum, il y a tout un texte que je m'embête à écrire tous les soirs de la vidéo du vendredi, et il y a un timecode avec du coup tous les jeux et le timing dans lequel je parle de ce jeu. Voilà, donc vous pouvez zapper tout ça, et peut-être vous l'avez déjà fait parce que vous le savez. Pour les autres, ceux qui sont de la boutique, on va vous expliquer un tout petit peu comment ça va fonctionner. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un peu moins de monde qu'en temps normal, donc on va déjà étendre l'amplitude horaire, c'est-à-dire qu'on va ouvrir dès 8h30 pour ceux qui se lèvent tôt. Si vous déposez votre enfant à l'école ou si vous embauchez à 10h, vous avez le temps de venir faire vos courses à 8h30 et on va ouvrir jusqu'à 19h30, voilà. Le samedi ce sera de 9h30 à 19h30 et le dimanche on sera ouvert, et ce dimanche là nous sommes ouverts également. Voilà. Pour le nombre de personnes, alors il faut savoir qu'avant on était à 6 personnes, mais on était bien en dessous de ce qu'on pouvait accueillir. Là on respecte stricto sensu ce qui a été imposé, c'est-à-dire un client tous les 8 mètres carrés. Notre surface ici fait à peu près 80 mètres carrés, sans compter le couloir et l'autre salle que vous avez peut-être vu dans la balade ludique. Donc ça fait 80 divisé par 8, ça fait 10. Donc on va accueillir 10 personnes, majeures valides, c'est ce qui est indiqué dans le texte, n'incluant pas les personnes de l'équipe. Voilà. On vous incite fortement, si vous savez ce que vous voulez acheter, à faire appel au système P. C'est très pratique, et il suffit de nous appeler, on vous envoie un lien de paiement à distance, vous réglez, vous venez chercher votre commande, il y a la porte juste derrière à laquelle vous pouvez toquer, on arrive avec votre commande, vous repartez direct, vous évitez la foule et l'attente, et comme ça, ça libère du temps pour les gens qui veulent des renseignements et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, donc si vraiment anticipez quand même un petit peu, le système P c'est vraiment très pratique, on le voit, pendant toute cette période du confinement, ça a été vraiment super utile, et ça peut le continuer au mois de décembre pour vous éviter de vous retrouver bloqué dans la foule. Sans ça il y aura une file d'entrée et une file de sortie, on va essayer d'organiser ça le mieux possible. Donc dès samedi on est super content, on va accueillir des êtres humains dans ce magasin, à part nous évidemment, et dimanche, donc voilà, n'hésitez pas aussi, dimanche on est ouvert, et après on sera ouvert tous les dimanches de Noël, du mois de décembre. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie explication. Les autres l'auront zappé, et puis on va commencer la vidéo du vendredi, que vous êtes donc de plus en plus nombreux à suivre, de plus en plus nombreux à nous appeler, à nous dire vous regardez, et ça vraiment on vous en remercie vraiment. Ça a l'air de rien comme ça, mais nous ça nous fait toujours super plaisir, Alex, ça met du soleil dans nos journées, donc continuez, ça fait très plaisir. Et la vidéo elle va partir, et elle est encore avec des bonnes choses, vous allez voir, et on commence par ça. La longue introduction. Glyph Chess. Alors ça c'est un ovni ludique. Il faut se dire que c'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait dit, et tiens, à quoi pourraient ressembler les échecs dans 150 ou 200 ans, une espèce de jeu d'échecs moderne. Alors il a inventé le Glyph Chess, c'est-à-dire ça part de très belles figurines. Là on est sur la boîte Kickstarter, donc avec un matériel vraiment magnifique. Par contre il a mitonné ça avec de la gestion de ressources, du G2D, parce que vous avez une très belle tour à dés dans laquelle vous allez jeter les dés, et des combos de cartes. Voilà, c'est complètement dingue. Des fois on se dit, des fois des gens peuvent demander des trucs improbables, et les gens pourraient demander un jeu d'échecs faisant un peu de combo de cartes et de gestion de ressources. Ça existe, ça s'appelle Glyph Chess, et c'est distribué par Matago. Et nous on a une boîte, voilà, parce que c'est un ovni ludique, donc ça intéressera peut-être l'un d'entre vous. C'est un jeu où avec il y a deux manières de gagner, vous avez chacun un spectre, et le but c'est de l'amener au centre du plateau ou de détruire le spectre adverse. Ensuite le reste de vos pièces, elles sont toutes différentes, et elles vont fonctionner grâce à des cartes, et ces cartes vont fonctionner grâce
grâce à des dés et des jetons que vous allez tirer dans votre propre sac personnel comme une espèce de coin building. Et vous n'avez que le nombre de jetons pour la partie. Dès que vous utilisez un jeton, il ne revient pas dans votre sac. Voilà. Donc c'est très étrange, c'est très tactique, c'est très varié aussi. Ça peut plaire à des fans comme ça de jeux à la fois abstraits et modernes. Voilà, c'est l'objet ludique non identifié de cette vidéo du vendredi. On passe à un objet beaucoup moins comment dire, non identifié. Tout à fait. Parce que celui-là on le connaît déjà. C'est un peu l'extension, une plus grande boîte de celui-là, Imagine. Donc ça, mine de rien, il est plus petit, mais c'est le grand frère, et ça c'est le petit frère, et ça s'appelle Imagine Famille. Et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est rigolo. Imagine, c'est un jeu, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu où on va devoir se faire deviner des choses grâce à des petites cartes transparentes comme ça. Voilà. Et il y en a plein qui vont permettre d'être superposés, de faire des choses. Là j'ai fait tu vois, un nuage qui a des yeux et puis qui a une auréole. Voilà. Maintenant, ce qui va changer dans Imagine Famille, c'est qu'on a un plateau, en tout cas qu'on va jouer en famille, pour simplifier un peu la visibilité des tuiles, tu vois, enfin des petites cartes, parce que là on voit bien les choses, tu vois. Et on va avoir 3 tas de cartes ici, avec des thèmes. Voilà, donc déjà on a une petite idée de ce qu'on fait deviner. Donc pour les enfants c'est bien. Par exemple moi Alex, je vais sortir personnage de dessin animé. Très bien. Je vais choisir parmi ces 5 là, sachant que j'en ai une qui a une étoile autour. Ça veut dire que c'est la plus facile des 5. Donc c'est bien pour l'enfant aussi, il peut choisir ça, ce sera le plus simple. Et là je vais choisir ça, puis je vais dire ok, c'est un personnage de dessin animé, donc je te fais ça, je te fais ça, je peux te faire... Oh, je pense que j'ai trouvé. Ouais, on peut ça, et tiens, il pourrait avoir ça aussi. Et le personnage qu'on recherche c'est plutôt celui-là. C'est très abstrait hein. Ah ouais d'accord. Ouais. En fait non. Je pensais à Pikachu au début et puis... Non, non en fait non. Non c'était Buzz l'éclair. Waouh. Ouais, ça c'était le shérif là, tu sais. Oui, et ça c'est l'éclair, c'est Buzz l'éclair. Ça c'est le petit dinosaure, celui qui est tout peureux là, qui est super rigolo. Voilà. Donc je suis pas toujours doué dans Imagine, mais c'est ça le truc qui est rigolo, c'est qu'il y a un système de points, de victoire. Mais perso, Imagine c'est vraiment le genre de jeu où vous jouez pour le plaisir de faire découvrir, pour le plaisir du challenge, de faire découvrir des choses. Alors il y a une petite évolution dans le jeu, sachant que oui, il y a toujours le choix avec la petite carte là, on n'a pas le thème. Est-ce que tu peux me montrer justement le verso de la carte? Voilà. Super. Voilà, des ciseaux, une Pokéball. Donc là, il n'y a pas de thème. Une tente, un scooter, un aquarium. Là, il n'y a pas de thème, donc du coup, c'est un peu plus difficile que de savoir que tu cherches déjà un personnage de dessin animé, ou un truc pour les sportifs, ou un truc qui se joue avec les doigts. Voilà, ça c'est vraiment le côté très famille. Après, on va pouvoir hop, retourner le plateau et avoir un plateau complètement neutre. Donc pas pouvoir utiliser les différents décors qu'on a là. Et on va pouvoir aussi dire qu'on fait une pile commune et que je tire au hasard une carte et que je te montre pas le thème. Voilà. Ah oui. Ça c'est pour le côté un petit peu, pour lui rajouter un petit peu de... Un côté challenge un peu. Challenge, exactement. Puis quand vous avez joué, ou quand vous jouez entre amis, entre adultes et qu'il n'y a pas d'enfants et que vous voulez un petit peu corser la difficulté de Imagine Famille. Voilà, c'est super malin parce que vous pouvez faire vraiment des tas et des tas de choses avec ces cartes là. On voit là que dans la règle, ils sont bien amusés. Pour des exemples, moi, si tu peux montrer. Voilà. Très bien. Donc ça c'est vraiment le cadeau hyper sympa de Noël. Qui va plaire à tout le monde, vraiment, et qui porte très bien son nom, puisque c'est en effet maintenant devenu beaucoup plus familial que le Imagine premier du nom, qui était des fois un peu plus complexe, notamment dans les choses à faire deviner. Voilà, donc une bonne pioche que ce Imagine Famille. Ensuite, tac, on va aller par là, je crois, Alex. Tout à fait. C'est ça, on va parler un peu de narration avec Above and Below et Near and Far. Ici les royaumes du dessous, ici les royaumes du lointain. Le créateur de ce jeu c'est Ryan Laukat. Pour ceux qui connaissent pas Ryan Laukat, il avait fait un jeu très minimaliste qui s'appelait 8 minutes pour un empire. Mais là il est allé dans quelque chose de beaucoup moins minimaliste. Alors il faut savoir que c'est lui qui fait ses propres dessins, c'est quand même très joli. Oui. En tout cas c'est très marqué, il y a quelque chose et c'est lui qui crée les jeux, donc il fait tout. Above and Below, ça va être un jeu, on va dire, de gestion de ressources, de pause ouvrier un petit peu. On va recruter des personnages ici, on va essayer de gérer sa réputation. Plus on aura de réputation et mieux ce sera pour pas perdre de points à la fin de la partie. On va avoir des petites ressources aussi qu'on va dépenser. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est le côté narratif du jeu. C'est qu'il faut vous dire qu'il y a un petit livre à l'intérieur, enfin un petit livre, un grand livre, et vous allez en fonction, quand vous allez faire cette action là, parce que là il y a ces actions là qui sont disponibles, là, ces 5 là, si tu zoomes, tout à fait, là je vois les 5 actions. Voilà, plusieurs actions disponibles, et celle-là c'est de faire des rencontres, faire des explorations, et les explorations vous donnez en fait des numéros en fonction du dé que vous allez jeter, et vont vous permettre de vivre une aventure. Vous allez lire quelque chose et ça va vous poser des questions et vous allez avoir des choix. Un petit côté jeu de rôle en fait, un petit côté livre dont vous êtes le héros. Un petit côté, on pensait à This War of Mine aussi. Exactement, oui. Il y a beaucoup de textes, en tout cas dans cette version un peu moins que dans l'autre. On va parler de l'autre après parce que finalement l'autre c'est une espèce de chose plus stratégique et plus expert que celle-là. Donc celle-là,
on va dire qu'on peut la conseiller pour une famille déjà joueuse quand même, Oui. Commencez pas par ça, mais en tout cas les règles sont simples et le petit livret va être facilement prenable. Celui-là, c'est la version, il a poussé le truc un peu plus loin. Il s'est dit, ça, il a d'abord sorti ça, évidemment, ce qui est logique. Puis après, il s'est dit, ouais, tiens, j'ai envie de pousser ça plus loin, permettre plus d'action, permettre plus d'aventure encore, faire carrément un livre-jeu, entre guillemets, où vous allez vous déplacer sur ce plateau-là, avoir des maisons, des bâtiments, toujours garder ce système de réputation, toujours garder ce système de recrutement de personnages, mais dans ce livret-là, 140 pages, donc c'est un gros travail de traduction qui a été fait, et c'est pour ça que tout le monde ne se bousculait pas au portillon pour faire ça. Donc c'est Lucky Deck Games qui a eu le courage de faire ça. Bravo à eux, parce qu'il y avait beaucoup de boulot, quand on sait le boulot qu'il a fallu pour The War of Mine par exemple. Et ben là c'est un gros taf de lecture. Mais ça va vous amener vraiment dans une vraie histoire, dans quelque chose de très immersif, dans quelque chose où il va se passer plein de choses, avec un univers, je sais pas, entre Miyazaki, des petites choses comme ça, enfin je sais pas, on pense à plein de choses quand on regarde ça. C'est très réussi, c'est une belle sortie pour les fêtes de fin d'année, dans 2 boîtes. Donc la première boîte est un petit peu moins chère que l'autre, voilà, et va être jouée de manière plus simple, voilà, si vous avez bien tout saisi. Ensuite, je crois que je dois passer... oui, on a tout en bas, on a viticulture, voilà. Retour en stock. Et ça, c'est toi qui vas un tout petit peu expliquer viticulture, parce qu'on est à Bordeaux. Oui, tout à fait. Et viticulture, c'est un jeu qui fonctionne bien. Tout à fait, parce que viticulture, on fait du vin. Donc si je peux me montrer, voilà, super, le derrière de la boîte. C'est essentiellement, en fait, pour très rapidement, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Ce qui est sympa, c'est que le plateau, vous voyez, est divisé en 2 catégories. Il y a les cases jaunes et les cases bleues. Les jaunes, elles sont immédiates, je crois que c'est le printemps ou l'été. Et les bleus, vous placez vos ouvriers, mais vous ferez l'action qu'en hiver. Donc il faut prévoir vos actions d'été et les combiner avec les actions d'hiver. Toutes ces actions-là vous servent entre autres à faire votre propre vin. Et le vin, vous pouvez faire du Bordeaux, du blanc, du rosé. C'est à vous d'optimiser, notamment sur le vieillissement de vos vins, pour les vendre plus cher à des clients que vous obtiendrez lorsque vous faites visiter votre vignoble. C'est très sympa, et pour y avoir joué en mode solo, parce que je n'ai pas d'amis. Tu aimes les solos. Et il est très bien, excellent jeu solo. Ouais, puis il y a un thème très porté, quoi. Oui, on pense un peu à Agricola, quoi. C'est-à-dire, on fait vraiment des choses. C'est exactement ça. C'est du Agricola dans le vin. Exactement. Agricola dans le vin. Viticulture, édition essentielle. Hop, ensuite, ça c'était bon. On avait une autre petite chose, c'était Carpe Diem Refresh. Donc Carpe Diem, c'est un jeu de Stefan Feld qui était déjà sorti. Et puis là, c'est une version, on va dire, ils ont relooké un peu le jeu. Voilà, parce que souvent ces jeux-là sont pas toujours très attirants au niveau du design. Alors Carpe Diem Refresh, pour expliquer, alors ça c'est vraiment le pire dos de boîte que je pouvais avoir et je l'avais pas anticipé malheureusement. Alors donc il y a un jeu de collecte de ressources comme ça, enfin de petits jetons. En fait, vous allez avoir vos petits bonhommes, vous allez vous déplacer le long de lignes qui sont en face, un peu en diagonale, un peu à la Noé. Oui, tout à fait. Et tu vas récolter, tu vas arriver, puis tu vas prendre la petite huile et tu vas la placer dans ton plateau personnel. Et là, il y a un petit côté puzzle game où tu vas constituer des dessins, tu vas remplir des cases et ces cases vont te donner des bonus, etc. etc. Voilà, c'est difficile à expliquer avec un dos pareil, mais c'est un jeu quand même un peu expert, mais très simple quand même, et après avec une grosse soupe de points. Stéphane Feld, il est très connu pour le jeu salade de points, jouer là-dessus aussi. C'est les salades de points, c'est-à-dire qu'il y a des points partout, vous pouvez marquer partout des points, et donc ça veut dire qu'il y a de grosses stratégies, toutes différentes, très variées, donc un jeu qui a une très grande richesse, Carpe Diem. Voilà, ça, hop, et là on passe à la pièce, le maître d'œuvre, la pièce maîtresse de cette vidéo du vendredi, Pandémie Legacy saison 0. Oh là là, je ne cache pas ma joie de le voir arriver. Pourquoi? Parce que déjà, je vais vous parler un petit peu de ça. Pandémie Legacy saison 1. Ça, c'est sorti il y a un certain temps. C'est Matt Leacock qui avait fait Pandémie et c'est Rob Davio qui a amené le Legacy. Et là, le Legacy, si vous ne connaissez pas, vous posez pas la question, il faut le faire. En fait, votre jeu va évoluer en fonction de vos choix. Chaque partie va porter les stigmates de la partie précédente. Il va y avoir des rebondissements absolument incroyables, n'est-ce pas Alex? Dans cette boîte-là, vous êtes à milieu, vous imaginez le côté épique que va prendre le jeu Pandémie. C'est génial. Et il faut en plus avoir fait la saison 1 avant de faire la saison 0, parce qu'à la fin de la saison 0, vous risquez d'être un peu spoilé sur la saison 1. Donc vraiment, je vous incite. Et puis au moins, on est dans un système de jeu que peut-être vous connaissez si vous pratiquez Pandémie. Mais ça, c'est un petit bijou, c'est narratif, c'est immersif et c'est très réussi. Et donc voilà, arrive Pandémie Legacy saison 0. Alors, il y avait eu la saison 2 qui était un peu plus experte. Donc il faudrait faire en dernier. Pour moi, il faudrait faire 1, 0, 2.
Et maintenant la 0, qu'est-ce qu'elle fait? On attendait la saison 3, ils nous ont pris un peu de cours comme ça, ils ont fait la préquelle de tout ça. Et là ils ont cassé un peu tout le système, on n'a plus du tout le système pandémie avec des maladies, etc. Là on va être des espions qui allons à l'époque de la guerre froide, donc russes, américains. On va gérer, alors c'est super bien fait, on a des petits passeports comme ça, on va avoir ces petits personnages, on va pouvoir les customiser, et puis on va se déplacer pour aller enlever les espions russes, hein. C'est comme ça joue sur le côté guerre froide de cette période-là. On va mettre des maisons dans les endroits russes pour pouvoir y aller en toute sécurité, parce que les cartes maintenant on peut pas se déplacer en toute sécurité quand l'endroit c'est en Russie ou dans des pays communistes, hein. C'est comme ça, puisque ça joue, je le répète, sur cette guerre-là, à cette époque-là. On va devoir trouver des choses particulières, et c'est là qu'il faut pas vous spoiler, parce que c'est comme raconter une série télé, mais cette saison 0 est la plus réussie de toutes les pandémies Legacy, parce que chaque mois, ça se joue en 12 mois, chaque mois va amener vraiment des très grandes différences et des très grands bouleversements. Or, dans les autres pandémies, des fois, il y avait des mois, tu l'as fait, où il se passait pas grand chose. C'est vrai. On récoltait quelques petites cartes, mais il n'y avait pas un grand bouleversement. Là, ils ont décidé que tous les mois, vous auriez une surprise monumentale. Il y a 8 boîtes à l'intérieur, 8 grosses boîtes. Ce qui est très sympa dans le jeu, c'est qu'on va gérer son personnage, mais on va aussi créer des équipes d'espions qu'on va pouvoir déplacer en plus. Voilà, donc on va vraiment créer plein de choses, plein de choix, puis au fur et à mesure, hein, vous connaissez peut-être pas le système pandémie, mais des règles vont se rajouter, des nouvelles boîtes vont arriver, du matériel, des nouvelles options, des nouvelles actions possibles. C'est absolument génial. C'est un truc à vivre comme une série télé qui va vous rendre accro. Et qui va vous donner envie de continuer jusqu'à la fin. Et celui-là est très rejouable. Voilà, ce que j'ai lu de ceux qui l'ont fini, parce que certains Anglais l'ont déjà fini. Il y a un vraiment moyen de bien rejouer le jeu après avoir fait toute la campagne de 12 mois, ce qui vous fait à peu près 18 parties. Si vous êtes normal, quoi. Si vous êtes un très très bon, ça fait que 12 parties. Si vous êtes très moyen, ça vous en fait 24, puisque chaque partie peut être jouée 2 fois. Voilà. On a passé un peu de temps sur Pandémie Legacy, mais franchement, qu'est-ce qu'on est content de le voir débarquer. Ça vaut le coup. Ouais, exactement. Et là, on va enchaîner sur Egizia. Egizia, c'est un jeu qui était très attendu. C'est une réédition ici. Donc un peu relooké, enfin pas rethématisé, mais modernisé au niveau des règles. Egizia, c'est un jeu qui va jouer sur la collecte de ressources, encore une fois. Ressources que vous allez poser après sur différents endroits. Ce sont des cartes que vous allez récupérer le long du Nil. En fait, toute la mécanique du jeu, c'est que votre bateau, vous allez avoir plusieurs bateaux, et à votre tour de jeu, vous pouvez poser votre bateau où vous voulez sur le Nil, mais vous allez toujours descendre le Nil. C'est-à-dire que si je mets mon bateau ici, parce que je veux absolument cette action avant que toi, tu poses ton bateau dessus, malheureusement, les autres bateaux, ils devront être après ce bateau-là. Alors, si je veux avoir le temps de poser tous mes bateaux, il faudrait plutôt que je parte du haut du Nil. Mais si j'ai vraiment envie de faire cette action-là, est-ce que je vais avoir pas envie de, tant pis, sacrifier les autres bateaux que je pourrais pas poser? Donc voilà, c'est vraiment des dilemmes tout le temps. Les emplacements le long du Nil vont vous permettre soit de faire des actions sur ces 3 endroits, je sais pas si tu zoomes, mais si on voit bien, parce que là tu as un obélisque, je vais mettre comme ça, parce qu'en fait il est comme ça le plateau. Tu as voilà, obélisque ici, les colonnes ici, ici tu as la pyramide, ici tu as le sphinx. C'est 4 manières de marquer des points de manière différente. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est grâce à ces cartes-là que vous allez récupérer, que vous allez augmenter, alors là je remets dans ce sens-là, désolé Alex, que vous allez augmenter sur votre piste individuelle ici. Et à chaque fois que vous voulez faire une action, vous allez devoir payer la valeur ici, en retournant les jetons, en dépensant les pierres, enfin bref. Là aussi, on a un jeu très très riche, mais pourtant très fluide et très intéressant. Donc si vous voulez un jeu, ce qu'on appelle type Eurogame, finalement, où il y a une grosse richesse, mais c'est vrai que le thème il est un peu moins porté, et n'hésitez pas, avec Egizia, ça va bien vous faire fumer le cerveau, comme on dit. Voilà. Ensuite, Alex, on a fait le tour de ce côté-là. Je crois qu'on a fait le tour ici, oui. Et on va par ici maintenant. Oui. Hop. Et on va parler... Nous avons Crash World. Oui, juste avant, c'est une petite... Il est juste là. Je suis en train de le filmer, regarde. Tout à gauche. Oui, ici. Non, tout à gauche. Tout à gauche. Ah oui. Voilà. Je voulais juste faire, avant que tu rentres dans l'abstrait, il n'y a pas de souci, avant que tu rentres dans l'abstrait avec Okito et Kaman, juste parler de Crash World, c'est un jeu, en fait, on va essayer de créer des mots. Vous lancez des lettres, enfin des dés, pardon, qui vous donneront des lettres. Vous utilisez les lettres que vous voulez. Vous avez le droit à 2 dés jokers qui sont ici, qui sont, lorsqu'ils sont de votre couleur, vous pouvez les utiliser pour créer des mots. Le but étant évidemment de faire le mot le plus long, parce que 1 point par lettre, et donc celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Voilà, c'est un petit jeu très sympa dans le principe un peu buzzer fucker. Ouais. Voilà. Connu, et on peut rajouter évidemment des petits dés qui vont thématiser pour et qui vont changer les parties. Voilà, une petite. Pour ceux qui aiment le Scrabble en plus ludique. Voilà, c'est ça. Ok, Crash World est donc redisponible parce que c'était un jeu qui avait disparu du marché et que Pixie Game réédite.
Et en effet, comme tu l'as dit, on va parler de Okito et Kamon. En fait, finalement, les deux jeux sont côte à côte parce que ce sont deux jeux qui sortent en même temps chez cet éditeur, là, Cosmo Ludo, qui a décidé de remettre un peu au goût du jour les jeux abstraits. Et pour ce faire, il a fait appel à deux pointures du jeu abstrait. Claude Leroy, d'abord. Claude Leroy, pour ceux qui connaissent pas, il y avait les éditions Jacques Taléa à une époque. Moi, je sais, j'ai acheté Mana dans les éditions Jacques Taléa. Claude Leroy, c'est un passionné des jeux abstraits. Son fils Timothée Leroy a bien repris tout ça, puisqu'en plus, maintenant, c'est Blue Orange. Tu vois, Jacques Taléa, c'est devenu Blue Orange en fusionnant avec autre chose. Donc, c'est une belle histoire aussi de famille. Et son papa, Claude Leroy, il a remis en avant déjà avec ses jeux abstraits. Et là, maintenant, c'est celui-là, Okito, qui est disponible. Donc, c'est un jeu. Alors, c'est des jeux de type. Pas les échecs parce que c'est pas aussi complexe, plus les dames, les choses comme ça. Où vous allez avoir des pions. Et ici, c'est la valeur de déplacement du pion. Là, il se déplace de 1, là, il se déplace de 2, là, il se déplace de 3. Ils vont se monter dessus. Les piles peuvent aller sur d'autres piles, les pions seuls sur d'autres pions seuls. Et le but à la fin, c'est d'avoir la plus grosse pile, enfin, le plus grosse pile, le plus gros point. Parce qu'en fait, votre pile finale sera la valeur du pion au-dessus. Voilà, la 3. Le nombre de pions qu'il y a et qui constitue cette pile, multiplié. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3, 18 points pour cette pile que je maîtrise. Mais si toi, tu montais par-dessus, elle t'appartiendrait et tu marquerais les points. Mais si tu fais ça avec un 1, tu n'as plus que 6 points, 6 x 1, 6. Voilà, donc vous voyez toute la richesse des jeux abstraits très très malins comme ceux-là. C'est qu'en fait, les règles elles s'expliquent en 3 secondes, mais qu'après les tactiques, il y en a plein. Et Kamon, c'est Bruno Catala, parce que Bruno Catala, c'est quand même un amoureux des jeux abstraits. Et là, on est sur du jeu à contrainte. Alors, pendant le premier confinement, j'avais fait des 10 minutes pour une mécanique et j'avais parlé du jeu à contrainte. Et en plus, Bruno Catala, il fait une petite vidéo où il expliquait ces jeux à contrainte parce qu'il en a fait beaucoup. Le jeu à contrainte, c'est quoi? C'est un jeu où votre coup ne va pas être décidé de manière seule. En fait, ça va être imposé par le déplacement précédent de votre adversaire. Ici, dans Kamon, il y a plusieurs manières de gagner. Donc, on retrouve ça dans le côté Catala. Alors, de mémoire, il fallait relier les bords du plateau avec les petits jetons de votre couleur, comme ça, ces petits cercles-là, où il fallait encadrer une zone ou alors empêcher complètement l'adversaire de jouer. Exactement. Je dis ça de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ensuite, maintenant, comment va se dérouler la contrainte? C'est que je vais poser mon petit jeton encadrant un symbole et après mon adversaire va devoir poser son jeton à un emplacement où il y a au moins le symbole que moi j'ai encadré ou au moins la couleur que moi j'ai encadré. Finalement on retrouve un peu le système de Okiya. Exactement. Voilà, exactement, qu'avait déjà fait Bruno Catala, ou peut-être que Okiya était après Kamon, je ne sais pas. Voilà, donc deux très beaux jeux, et en plus ce qu'on n'a pas dit c'est qu'en fait ils sont à moins de 20 €, donc c'est un beau travail d'édition, c'est vraiment chouette, c'est un petit éditeur qui débute, Cosmo Ludo, avec ces deux jeux, on lui souhaite plein de courage, et voilà, nous on a bien aimé le fait qu'ils remettent ces jeux au goût du jour. Ensuite, tac à tac, on est par là. Nous avons, Paris. Ah oui, le retour en stock de Paléo. Tout à fait. Il faut qu'on parle un petit peu de Paléo. Parce qu'on n'a pas parlé assez de Paléo. Alors Paléo, c'est un bijou. C'est vrai. Paléo, comment en parler? C'est un jeu extrêmement immersif, mais pas du tout narratif, où tout va être dans les pictogrammes comme ça, et vous allez incarner une tribu qui va devoir peindre ici sa grotte. Donc vous gagnez, dès que vous avez fait les 5 emplacements de votre grotte remplis par le petit dessin de mammouth, je crois. Exactement. Et vous perdez quand vous avez 5 décès dans votre tribu. Vos tribus, elles vont être là, vous allez les envoyer en mission, et là où c'est très malin, c'est qu'en fait on a des cartes, on a toujours 3 de son paquet de cartes, et en fonction du dos, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait ce qu'on est potentiellement capable de découvrir. Alors soit on va vouloir partir à l'aventure dans la montagne, aller près du lac, soit on va faire un rêve pour se reposer, soit on va aller aussi près du foyer pour pouvoir avoir des idées. C'est vraiment génial comme jeu, moi j'arrête pas d'y jouer en ce moment, toi aussi. Vraiment on vous incite maintenant qu'il est de retour en stock à vraiment vous intéresser à Paléo, parce que c'est un jeu coopératif immersif, terriblement immersif, avec plein de modules différents, plein d'histoires différentes qui vont se passer. À chaque module, il y a des découvertes différentes. Et vraiment, gros plus, je tiens à ajouter, mais ceux qui... On parle souvent de effet leader, la personne qui prend la décision, voilà, l'édition pour tout le monde. Et Paléo, c'est l'inverse. Donc c'est excellent. On peut pas prendre une décision tout seul. Tout à fait. On est obligé de le faire avec les autres. Et ça, c'est tout est terriblement logique. Ça joue sur... là, on voit, si, voilà, là, tu vois, ce sanglier. Si on a ces symboles-là dans notre tribu, on passe de cartes. Alors, votre paquet de cartes, c'est aussi le temps qui s'écoule. Alors, quand vous passez des cartes, à la fin votre journée va finir plus tôt, mais on détruira cette carte là, donc ça veut dire qu'on l'aura tué et on récupérera 3 viandes et une peau de bête. La peau de bête nous servant à nous défendre. Voilà, c'est tout par pictogramme. Une fois que vous avez fait la première partie, c'est un peu comme Res Arcana. Au début ça paraît complètement abstrait, puis après ça roule tout de suite, c'est hyper fluide. Excellent. Paléo, on vous le conseille plus que de raison. Alors à côté, hop, Paris 1889.
Paris 1889, c'est la suite de Greenville 1989, c'est-à-dire un jeu narratif, on est beaucoup dans le narratif sur cette vidéo du vendredi, un jeu narratif à base d'images, donc une espèce de Dixit, si je peux me permettre, pour rencontrer un peu le jeu de rôle, finalement, puisque dans le thème, on va être des gens des enfants en 1989 en tout cas, ont lutté contre des forces du mal qui avaient en fait pris notre ville, et on était dans un monde parallèle où ces forces du mal étaient là et nous seuls pouvions lutter contre elles. Là, on va se retrouver 100 ans auparavant, et à Paris, à cette époque-là, il y a la grande exposition universelle de Paris, donc c'est le cadre de notre aventure. Maintenant, c'est un jeu d'images. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tous avoir des images, comme ça, devant soi, qu'on va se narrer. C'est-à-dire que moi, je vais dire, bah écoute Alex, là, je suis devant un bureau, il y a une main coupée, il y a du sang partout, j'ai hyper peur. Donc on va vraiment faire un peu de roleplay comme ça. Chacun va raconter son début d'histoire. Ensuite, l'un de nous va être un peu le maître du jeu pour le tour du jeu, et il va tirer des cartes qu'il va poser ici, le long du plateau, et ensuite il va prendre les pions de nos personnages et il va imaginer quelle pourrait être la suite de notre aventure. C'est-à-dire, moi je te dis que j'ai une main coupée, te dire ah bah tiens, la suite ça pourrait être que je sors de mon immeuble parce que j'avais l'air d'être dans un immeuble par exemple. C'est toi qui vas inventer, et ensuite nous on va devoir deviner quelle carte tu nous as attribuée comme étant la suite la plus logique de notre aventure. Voilà, c'est vraiment très sympa parce que l'espace d'un instant, on se raconte vraiment une histoire où tour à tour on est tous un peu le maître du jeu et on est tous un peu les joueurs. Là, dans cette mouture là, on va devoir aller récupérer des anneaux. Voilà, donc dès qu'on avance, dès qu'on fait une bonne devinette, dès qu'on devine bien la carte qu'on nous avait allouée, on va avancer d'une case et récupérer des anneaux, mais on est pourchassé par cette entité là. Quand on fait une erreur, elle avance. Voilà. En plus, en avançant, elle va nous pénaliser sur notre communication et sur plein de choses. Et à un moment, si elle rattrape l'un de nous, on aura certainement perdu. Voilà. Paris 1889, c'est très très bien. Greenville 1989 avait très bien fonctionné. Et Paris 1889, rajoute ça. Et puis il rajoute des petites twists un petit peu originaux et très sympas. Je crois qu'on a fini de ce côté-là, Alex. Coopératif, c'est bon. Nous avons du jeu de rôle. Qui est du coopératif, le jeu de rôle aussi. Tout à fait. Quelque part. Je commence par Capitaine Vaudou. Bon, oui, au Capitaine Vaudou, c'est assez rapide au final. Capitaine pour piraterie et Vaudou pour magie, comme on disait. Et donc là, en fait, vous voguez dans les Caraïbes et vous allez pouvoir jouer des pirates, mais pas que des pirates classiques, puisque grâce à l'Inquisition, entre autres, vous aurez accès à de la magie. Et ça peut être que positif dans un jeu de rôle. De jouer à la fois des pirates et à la fois de la magie. Voilà, c'est un système très très classique, c'est 2 dés de 6 à lancer, parce que les résultats ne dépassent jamais 12. Et donc il y a quand même pas mal de règles, notamment quand on ajoute la piraterie, il y a tout ce qui est navigation et donc abordage. Et ça peut être aussi très immersif. Et c'est très beau. Tous les pirates. C'est très beau. Je crois que tu vas y jouer avec Alice, le frère d'Alice. J'ai très hâte. Vous êtes des friands. J'ai déjà fait un peu de Wurm aussi, donc très cool. Ah oui. Et ça, le dé sur la table. Le dé sur la table, c'est très chouette. C'est un jeu en fait de rôle, donc c'est une sorte de campagne. Et ça se prend en main assez facilement. C'est plutôt de l'enquête et du paranormal type Lovecraft, Cthulhu. Dans l'idée, c'est le dé sur la table. Pourquoi? Parce que le dé sur la table, il représente la valeur d'un portail. Et plus il augmente, plus il y a de chances que y a des choses pas cool qui sortent du portail. Et donc vous allez faire des choix. Et quand vous faites certains choix, le dé augmente, donc le portail augmente. Donc il faut comprendre vos choix afin de contrer l'arrivée du portail. C'est très chouette. Et ce que je dis, c'est un burst, c'est-à-dire c'est un scénario qui joue très vite, en fait, Exactement. en 2 heures, en une soirée. Voilà, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous retrouver plus tard pour continuer la campagne. Logiquement, vous pouvez la finir dans la soirée. C'est très bien, en effet. Hop, on va du côté des enfants. Oui. Et on va parler de ça. Fabulia, l'extension de ça. Donc du coup, Fabulia, c'était un jeu narratif encore, tout à fait, avec les enfants cette fois-ci, où vous alliez leur raconter une histoire et leur laisser choisir les protagonistes de cette histoire. Il y avait 2 manières d'y jouer, en coopératif ou en compétitif, avec un petit côté vote un peu à la Dixit, encore une fois. Il fallait voter pour celui qui représente le mieux le personnage de l'histoire qui est narré, puis après l'histoire va évoluer, il va y avoir des petits choix. Alors évidemment, il y a des histoires, quand on a fini les histoires, on a fini le jeu, on peut les refaire malgré tout, puisque c'est avec des enfants. Mais là, voilà, la petite extension Fabulia vous permet de nouvelles aventures et de nouveaux héros aussi. Très chouette. À choisir. Ça c'est Fabulia et l'extension. Et ensuite on a Monster Soup. Un jeu pour les enfants, mais pas que. Un jeu de reconnaissance tactile. Voilà. Un jeu où vous allez tirer des cartes qui représentent des ingrédients. Chacun dans son sac, on aura ces ingrédients en bois. Et il va falloir essayer de les redeviner comme ça, sans les regarder, mais juste comme ça, au tactile, au toucher. Et là où c'est malin dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas l'effet win to win, entre guillemets. C'est-à-dire plus je gagne, parce que je suis doué et que je me débrouille bien. C'est que plus vous allez gagner, plus vous allez prendre ces petits cubes de slim, ici. Et ces petits cubes de slim, ils vont un peu paralyser
et parasiter votre appréhension tactile comme ça. Oui. Et là, vous allez être plus embêté et logiquement, les autres vont pouvoir sortir leurs ingrédients avant vous, puisque c'est un jeu de rapidité. Le premier qui sort son ingrédient remporte la carte. Tout voilà. à fait. Monster Soup, c'est rigolo. Ça peut jouer avec les enfants, mais ça peut jouer aussi en adulte, en jeu d'apéro, pourquoi pas. Très bien. Voilà. Je crois qu'on a fini, Alex. On a fait un bon tour, oui. Ouais, on se retrouve derrière le comptoir. Tu vois, cette vidéo, elle est encore bien en fait. Hein, Et parce oui. qu'il y a quand même encore beaucoup de choses. Plein de choses. Et la semaine prochaine, il y a Agora, Seven Wonders, Duel, si tout se passe bien, on croise les doigts. Derrière le comptoir, on a Yu-Gi-Oh! Speed Duel, la boîte Batailleville. Alors c'est quoi? C'est une boîte presque pas d'initiation. Voici, c'est pour débuter, pourquoi pas, on va dire. Il y a 8 decks préconstruits. 8, c'est beaucoup quand même. Hein. Dans la version Speed Duel, hein, c'est des tout petits decks qui se jouent très vite, c'est comme son nom l'indique. Et ça vous permet de prendre en main le jeu avec une petite explication des règles, etc. Et déjà d'avoir de quoi largement vous amuser, parce que 8 decks c'est beaucoup, ça permet beaucoup de parties toutes différentes. Voilà, ils sortent ça pour Noël chez Yu-Gi-Oh! Et il y a Blood Bowl, la saison 2. Voilà, Blood Bowl. Ouais, ça fait du reflet peut-être. Non, mais ça va. Ça brille, c'est très beau. Blood Bowl, c'est le jeu de football américain fantastique. Et là, on est sur la saison 2, donc ils ont peaufiné les règles, ils ont simplifié aussi peut-être. Il y a toujours de très jolies figurines de Games Workshop. C'est un jeu de baston, mais tactique quand même. Vous allez gérer vos équipes, ça peut jouer en campagne, ça peut jouer que sur un seul match. C'est très prenant, Blood Bowl, vraiment très prenant. Et il y a des fans qui seront très heureux d'apprendre que la saison 2 est disponible. Voilà, hop! On vous l'avait promis, à la fin de la dernière vidéo du vendredi, Parks, l'extension Nightfall. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se joue. Si vous ne connaissez pas Parks, alors je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a consacrée uniquement à Parks. Voilà. Parks qui est un excellent jeu et on vous invite vraiment à vous y intéresser parce que c'est certainement un des meilleurs jeux sortis sur l'année 2020. Maintenant, que va apporter cette extension Nightfall? Eh bien, elle va apporter les tentes. Voilà, et c'est là toute la nouveauté. Pourquoi? Parce que maintenant, quand vous allez vous déplacer sur une tuile, vous aurez le choix. Soit vous faites l'action ici du bas, et puis vous récoltez le jeton petit bonus, soit vous faites l'action de la tente. Et la tente, c'est quoi? Vous la prenez et vous allez la planter sur une de ces 4 tuiles ici, tu vois Alex? Oui. Voilà. Et évidemment, il ne peut pas y avoir plusieurs tentes sur une action. Donc lors de la saison, si j'ai pris cette action-là, plus personne d'autre ne pourra la prendre. En plus, ce qui est très sympa, c'est qu'à la première saison, on va avoir ces 4 actions là, et puis à la deuxième saison, on va les retourner. Et on va avoir 4 actions différentes. Et à la troisième saison, on va encore les retourner. Et à la quatrième saison, on va encore les retourner, mais je ne vais pas le faire. Quelles vont être ces actions? Ces actions, ça va être par exemple ici, j'ai droit à une gourde et une goutte de pluie. Ici, je vais pouvoir enlever toutes les pluies de mes gourdes. Et en plus, j'ai une goutte de pluie. T'imagines, tu peux réactiver toutes tes gourdes. Ah oui. Ici, je vais pouvoir échanger tous mes équipements et mes objectifs contre d'autres équipements et d'autres objectifs en autant de cartes que j'ai défaussées. Ici, je vais pouvoir recycler toutes les cartes équipements qu'il y a sur le plateau. Des fois, c'était un peu pénible parce que les cartes équipements, personne ne les voulait, elles n'étaient pas intéressantes. Pour 2 soleils, je les recycle et j'en choisis une nouvelle parmi celles qui sont arrivées gratuitement en fait. Donc, elle m'aura coûté 2 soleils. Ici, je vais pouvoir échanger une goutte de pluie contre un animal. Enfin bref, il y a plein de choses ici. De la montagne contre 5 soleils et ici, de la forêt contre 5 pluies. Bref, plein de nouvelles actions possibles, évidemment, donc plein de dilemmes et de choix parce que quand je fais ça, je prends pas la ressource qui est en haut, évidemment. Je peux toujours poser ma tente, enfin une tente ici, il y a un emplacement toujours valable ici, qui va permettre d'aller récupérer des nouveaux objectifs. Et c'est la nouveauté de ce Parks Nightfall avec l'extension, c'est que des objectifs, au début on va avoir que les objectifs de Nightfall, les autres vous les laissez dans la boîte de base, et ces objectifs vont être vraiment différents des autres objectifs, il y en a plein. Voilà, on va en avoir un au début évidemment, mais on va en repiocher pendant la partie. Donc on va pouvoir se rajouter des objectifs pour essayer de marquer plus de points. Et les objectifs sont cumulables et peuvent être faits en autant de fois que c'est indiqué. Si c'est marqué là 2 points par ensemble de 2, 3, 4 points sur vos parks, si j'ai 2 fois ça, j'ai 4 points. Si j'ai 3 fois ça, j'ai 6 points. Ça va être exponentiel, exactement. Et l'autre nouveauté de Nightfall, c'est les cartes de parc. Les cartes de parc maintenant, elles ont un effet immédiat quand vous allez le visiter. Ici, si je visitais le Hot Spring National Park, je marque 2 points évidemment parce que j'ai défaussé ça, mais je gagne immédiatement 2 pluies. T'imagines les combos que tu peux faire? Parce qu'avec ces 2 pluies, peut-être que tu peux aller visiter un autre parc qui était en attente. Il y a aussi ça, le nouveau coup, c'est que là, ça dit 2 ressources de mon choix, quelles qu'elles soient. Donc là, ça peut être, je rajoute du soleil et de la montagne, c'est moi qui vois. Et ça, ces cartes-là, voilà, là, je fais une photo immédiatement. Voilà. Et toutes ces cartes-là, alors on vous conseille de les mélanger avec à moitié-moitié. Voilà, de faire moitié-moitié pour avoir des chances de tomber régulièrement dessus. Voilà, c'est toujours aussi magnifique et ça rajoute beaucoup de stratégie, mais c'est tout l'intérêt de cette extension et c'est les bonnes extensions, c'est-à-dire que ça ne complexifie pas les règles du tout. Ça va juste vous casser vos routines de jeu et vous amener à réfléchir à de nouvelles stratégies et c'est tout ce qu'on demande à des extensions. Voilà. Donc c'est très réussi, mais j'ai pas encore la date de sortie. Voilà, donc nous on a la chance de la voir évidemment, ça devrait sortir fin du mois
de décembre ou début du mois de janvier. Mais D'accord. en tout cas, si vous avez aimé Pars et si vous voulez lui rajouter encore quelque chose, Oui. eh ben, n'hésitez pas, c'est franchement très très bon. Voilà, wouh, la vidéo est finie. Oui, C'est bon pour toi, Alex? tout est bon. Tout est dans la boîte? Oui, tout est dans la boîte. Voilà, c'est les petits soucis techniques. Tout à fait. Eh ben, on vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, regardés, de partager, de commenter, de liker, de nous suivre, de vous abonner, de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, de nous soutenir aussi nombreux en Oui. venant au magasin. On vous attend avec la banane Oui. samedi et pour tout le reste du mois de décembre. Et d'ici là, amusez-vous bien, jouez bien et à bientôt chez Jeux d'écarts Bordeaux.